Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre journal. À la une de ce Guyane Soir, la municipalité de Cayenne a lancé une énième alerte concernant l'arrivée de nouveaux migrants sur la place des Amandiers. Ce matin, Sandra Trochimara, maire de la ville, s'est rendue sur place. Nous l'avons suivie. Tenir une baraque pendant une fête patronale n'est pas de tout repos, prévoir un gros budget, tenir le rythme jusqu'au dernier jour, soigner l'image de la baraque. À J-5 de la fête de Saint-Laurent-du-Maroni, nous avons rencontré des tenanciers débordés mais passionnés, vous le verrez. Oyana n'a fait 6 contrées, c'est le nom de la manifestation organisée aujourd'hui par le mouvement de décolonisation et d'émancipation sociale. La somme collectée sera reversée au collectif Apache pour la marche du désenclavement prévue en octobre prochain. Ce matin, nous avons assisté aux différents ateliers. Depuis quelques années, c'est un phénomène devenu récurrent, la place des Amandiers occupée par les familles de migrants. Depuis la dernière opération d'évacuation le 26 mai dernier, 200 nouveaux migrants se sont installés. Une situation qui inquiète toujours la municipalité de Cayenne. Terence Moy. La place des Amandiers, la place des amoureux, devenue de nouveau le terrain de conflit entre la mairie de Cayenne et l'État. En l'espace de 2 mois, près de 200 nouveaux migrants ont transformé le paysage. Les anciens luttent pour préserver l'espace de jeu qu'ils utilisent régulièrement. Il y a des moments où on nous dit qu'il y a des agressements qui se font là-haut parce qu'ils ne veulent pas que les jeunes montent là-haut sur la terrasse, quoi. Alors, maintenant, c'est plus comme auparavant, quoi. La maire de Cayenne est venue constater avec son équipe l'état de la place. On pourrait compter le nombre de barquettes de repas, les boîtes de conserve. On voit bien sa petite bière. Ce ne sont pas les administrés et tous ceux qui aiment ce site. Les conditions de vie ici sont extrêmement préoccupantes. Les familles viennent de Syrie, d'Afghanistan, d'Iran, du Maroc, de la Tunisie et d'ailleurs. Tous vivent sous les tentes, jour et nuit. Nous avons 2 épidémies en cours qui ont été constatées par l'ARS, l'Agence régionale de la santé, une épidémie de gale et une épidémie de gastro-entérite. Proche de la place, il y a un sanitaire public extérieur régulièrement détérioré, régulièrement réparé par la mairie. Il est désormais hors service. Sur la place ici, pas de toilettes. Sur la place des palmistes, après 12 heures, il n'y a plus d'eau. Plusieurs centres existent pour héberger les demandeurs d'asile, comme à Galmo, à La Verdure ou dans les chambres d'hôtel. Tous sont saturés. Personne n'a envie de rester ici. Nous aimerions être dans un meilleur endroit, plus adapté, avoir accès à l'eau, avoir accès aux toilettes, pouvoir répondre à nos besoins sanitaires, parce qu'ici, il y a beaucoup de problèmes. Pour la maire de Cayenne, la situation doit être prise en main, quitte à mettre une nouvelle fois l'État au pied du mur. À un moment, il faut prendre ses responsabilités et donc je vais prendre les miennes dans les jours à venir. Depuis les premières arrivées de migrants venus des pays arabes en 2020, les demandes d'asile sont en augmentation constante. Le taux d'acceptation des dossiers, lui aussi, évolue avec le profil des demandeurs. L'absence de structure adaptée risque de condamner la place des Amandiers à jouer un nouveau rôle. C'est une première pour la commune de Makouria. Une médiathèque doit voir le jour en 2025 à Soula. Avec une particularité, le bâtiment est prévu pour offrir de nombreux services autres que le prêt de livres. Dans le cadre de la fête de la ville aujourd'hui, c'était la pose de la première pierre. Écoutons Cynthia Sully, la chargée de projet. Mais d'abord, le maire de Makouria, Gilles Adelson. Que c'est ce type donc de bâtiment, ce type d'ouvrage qui permet donc à la cohésion donc des quartiers, puisqu'on peut par ce type donc d'ouvrage ramener toute une population à la culture, la ramener dans un lieu unique pour échanger, pour partager les connaissances et le savoir. La médiathèque, c'est plus ce que c'était. C'est plus la bibliothèque où on y allait, il fallait pas faire du bruit. Au contraire, c'est devenu un lieu de vie. On peut venir en famille, faire du bruit, s'amuser. Il y a des jeux de société, il y a des jeux vidéo, il y a des livres, il y a énormément de choses dans une bibliothèque et c'est vraiment un espace accueillant, ouvert pour tous les publics. Du 10 au 13 août prochain, dans la capitale de l'Ouest guyanais, la place de la République sera le centre de festivités intenses. Mais avant que les lumières ne s'allument, il y a un travail colossal qui se réalise. Nous nous sommes penchés sur les préparatifs des tenanciers de baraque. Éric Léon. Il ne faut pas oublier, il faut penser là, parce que là, c'est pas très très joli à mes yeux. Donc pense un peu là, ok ?
Ces tenanciers responsables de baraques de consommation et de jeux sont déjà à pied d'œuvre. À quelques jours du début des festivités, ils agrandissent et aménagent leurs baraques pour créer des espaces d'accueil conviviaux, prêts à recevoir des milliers de visiteurs. Le coût des travaux d'amélioration et de la décoration n'est pas négligeable. Certains investissent des sommes considérables pour offrir le meilleur au public. Ici, tôle, 2800 €. Devant, 600 €. Par terre, justement, on a payé plus de 2000 €. La baraque, 2023 €. Et sans compter l'électricité, l'installation, les câbles et tout ce qui s'ensuit, on est déjà à 3000 €. Donc, tous les moyens sont bons pour faire plaisir au public. La transformation des baraques est un art en soi, mêlant créativité et savoir-faire. Chaque baraque devient une œuvre unique, reflétant la passion et l'engagement de son propriétaire, mais doit aussi pouvoir accueillir de milliers de visiteurs pendant 4 jours. On essaye de mettre le client de manière confortable, que le public ait l'espace pour pouvoir venir, que ce soit pour prendre des commandes, s'asseoir, manger, boire un coup. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on essaye de faire un bar assez convivial, histoire de recevoir le monde comme il faut. Au-delà de la décoration et de la transformation, la préparation de ces festivités nécessite une coordination et une logistique impeccable. La plupart de ces tenanciers sont habitués et ils n'hésitent pas à apporter leur soutien aux nouveaux arrivants. Alors, comment ça se passe? Ouais, ça se passe bien. Déjà, merci de m'avoir encouragé parce que c'est pas évident en tant que novice. On travaille en équipe. Ça se passe comme ça toutes les années. En équipe, on s'entraide. Vous savez, les tenanciers, ça fait des années qu'on est tous ensemble. C'est toujours les mêmes aussi. Donc, voilà, après, ça reste une petite famille. Entre nous-mêmes, on s'aide. Et puis, si quelqu'un a besoin de quelque chose, on l'aide. Et puis, donner des idées à tout le monde pour avoir quelque chose de cohérent. La préparation de ces festivités est un véritable marathon pour les tenanciers de baraques. Leur dévouement et leur passion contribuent à faire de la fête du Saint-Patron du 10 au 13 août prochain un moment magique pour tous les visiteurs. En Guyane, l'augmentation des prix des fruits et légumes font grincer des dents. En Martinique aussi. Focus ce soir sur la laitue, chère dans les rayons et sur les marchés. En cette période de forte chaleur et d'humidité, la plante est attaquée par une mouche. L'insecte donne du fil à retordre aux maraîchers martiniquais. Résultat, certains ont dû augmenter leur prix. Delphine Besse et Jean-Marc Kenanga. Sur les marchés et dans les commerces de l'île, la laitue est bien là, mais plus chétive que d'habitude. Et le traditionnel sachet de 300 grammes se vend un peu plus cher. Au Vauclin, 1,80 € contre 1,50 € il y a un mois. Ailleurs, il peut atteindre 2,50 €. J'ai quelqu'un qui me fournit de la laitue sur la route. J'avais mon paquet à 2 €, un beau paquet, très beau paquet. Et il est moins beau et il est passé à 2,50 €. Par rapport à la pluie, il y a eu beaucoup de pluie, c'est un petit peu plus cher. Et que disent les clients par rapport à ça? Bon, ils disent que c'est cher, mais ils achètent quand même. Tout ce qui concerne laitue, oignons pays, tout ça, j'ai la solution qui est toute simple. J'ai un petit potager à la maison. Donc, je plante mes laitues et je les consomme. Et voilà, ça ne me coûte rien du tout. Au Vauclin, les champs de laitue se trouvent juste à l'entrée du bourg. Chaque semaine, ces 3 hectares de terre produisent 15 à 20 000 têtes de laitue. Mais pour remplir un sachet en ce moment, il en faut au moins 2, voire 4 ou 5. En juillet, pluie et forte chaleur impactent fortement la productivité. La salade prend beaucoup plus de temps en terre, la période, et puis c'est difficile à faire. Il y a beaucoup de maladies sur les feuilles, beaucoup de taches, il faudra enlever beaucoup de feuilles et on perd beaucoup. Il faudra multiplier la laitue par 2 ou par 3 ou par 4. En cause, un moucheron à peine visible. La mineuse en plaques apprécie cette saison des pluies. Les larves qu'elle pond sous les feuilles provoquent le flétrissement de la plante et ralentissent sa croissance. De ces laitues qui semblent parfaites, il ne restera en réalité que quelques feuilles. C'est une mineuse de plaques, c'est dans les feuilles, et ça pique et ça fait des taches pas très jolies. On est obligé de retirer ces feuilles. Toutes ces feuilles-là, toutes ces feuilles malades, pour avoir un beau salade, de couper. Et on arrive à avoir ça seulement. Un pesticide était utilisé autrefois. Le trigard est désormais interdit en plein champ, car dangereux pour les abeilles. Et l'utilisation de pièges, par le passé, s'est avérée peu pratique et peu rentable.
Alors du nord au sud, la mauvaise saison continuera d'impacter la productivité jusqu'à décembre, avec risque de pénurie et de hausse de prix, surtout lors des plus fortes chaleurs. Dans le secteur de la restauration, l'association guyanaise La Consigne remet, comme son nom l'indique, le concept au goût du jour pour lutter contre les emballages à usage unique en Guadeloupe. Depuis l'an dernier, Laura Albassini s'est également lancée dans cette pratique. Cette cadre commercial a fondé son entreprise qui redonne une seconde vie au verre. Marilyn Plaisir, Olivier Duflo. C'est jour de livraison pour Laura. Bonjour. Ça se présente comment ? Bah écoute, nouvelle palette, on y va, c'est parti. Nous sommes chez le chef de file des producteurs de bière. Et ici, on a la fibre écolo. Prête à être embouteillée. Ces bouteilles sont toutes consignées. Du verre déjà utilisé et qui va reprendre du service. On apporte sans arrêt, mais à un moment donné, il faut savoir aussi réutiliser pour limiter les intrants. Cette brasserie importe plus de 90% de ses emballages. L'histoire du verre réutilisable commence quelques kilomètres plus loin. Bonjour Guillaume, je vais chercher les caisses de verre. Avec une collecte dans son bar. Pour aujourd'hui, j'aurai que 6 caisses d'eau remplies. T'as des limonades et des bières en même temps. Ces bouteilles vont rejoindre les autres dans un hangar plein à craquer. On ne collecte aujourd'hui que des bouteilles locales. On ne reprend pas, par exemple, de bouteilles de champagne ou de bouteilles de vin qu'on n'utilise pas localement. Voilà déjà 2 ans que Laura mène sa croisade contre le gaspillage. Elle veut faire revivre la consigne du verre sur l'île. Alors, elle a investi pour louer et pour équiper ce dépôt. Mais le décollage des étiquettes donne souvent du fil à retordre. Il y a vraiment des cols qui résistent beaucoup. Là, une fois qu'on a enlevé l'étiquette plastique, ça part quand même bien. Ça évite aussi de cumuler la colle dans la machine. Les emballages sont ensuite lavés pendant quelques minutes à plus de 80 degrés. En bas, c'est un bras spécial qui rentre en fait dans ces casiers qui ont été fabriqués sur mesure. Il y a des buses et quand on met la bouteille à l'envers, en fait, la buse rentre à l'intérieur de la bouteille et l'intérieur de la bouteille est lavé à haute pression. Et à la sortie du lave-vaisselle, là, voilà, ça brille. Et on fait aussi un contrôle bactériologique par l'eau, en fait. Et on se rend compte qu'il n'y a plus de micro-organismes vivants dans les bouteilles. Chaque bouteille consignée est revendue entre 30 et 33 centimes, mais l'entreprise n'est pas encore rentable. Et qu'importe pour Laura, elle est bien décidée à relever le défi. Et sur une activité, comme vous l'avez dit, qui n'existait plus sur le territoire. Donc il faut tout reconstruire. Et ça demande des investissements assez importants. Les machines qu'on a pu voir, on n'en a pas sur place, donc il faut importer. 10% d'emballage consigné d'ici 4 ans pour doper la consigne du verre. Pour atteindre ce chiffre, l'État prévoit dès l'an prochain un bonus d'éco-contribution pour les producteurs. Au chapitre sport, ce samedi, l'Américain Cade Bakemore s'est imposé sur la première étape du Tour international de Guadeloupe. Une première étape de 166 km entre Gosier et Bemao. Le coureur guyanais Dylan Will de la Croix-du-Sud a été le plus combatif. Il a fait partie de la bonne échappée pendant plusieurs kilomètres et a même fait cavalier seul avant d'être rejoint par le peloton 15 km avant l'arrivée. Au classement général, Dylan Will est 40e et Mario Jandia de l'USL Montjoly-Orange est 58e. Et puis cette chute qui n'est pas passée inaperçue dans les 60 derniers kilomètres. Teddy Octavia du Vélo Club de Kourou s'est retrouvé au sol après avoir heurté une voiture en stationnement sur le bas-côté. Il a pu repartir quelques minutes après avoir reçu des soins. Avant la chute, il faisait partie du peloton qui chassait derrière le groupe de tête dans lequel se trouvait Dylan Will. Au menu, demain, 162 km à parcourir depuis Morne-à-l'Eau vers Port-Louis avec la montée de Massiot à Anse-Bertrand à 3 reprises. Une course à suivre en direct sur notre antenne télé à 10h50.
Ce vendredi, lors de la finale des mondiaux d'escalade de Berne en Suisse, le Guyanais Michael Mawen a décroché l'or. C'est le premier Français champion du monde. Jusque-là, le grimpeur de 33 ans, licencié du club Vertical Grimpe Charentonais, n'était jamais monté sur un podium. Face à lui, d'autres athlètes français, des Japonais, des Britanniques, des génies de l'escalade. Et pourtant, Michael Mawen est le seul à avoir grimpé 3 voies sur les 4. Ce titre suprême ne peut être que de bon augure pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Eux ont été sélectionnés pour les championnats du monde d'athlétisme. Jemima Joseph du club Roucou pour le 4x100 mètres et Loïc Prévost du club Entente Sud lyonnais pour le 4x400 mètres. Les compétitions se dérouleront du 19 au 27 août prochain en Hongrie. Arrêtons-nous maintenant sur ce grand rendez-vous artistique. Abienao Dao Amaziaos, qui se déroule actuellement à Belém, au Brésil, jusqu'au 5 novembre prochain. Parmi les 120 artistes et groupes qui exposent leurs œuvres, 10 créateurs de Guyane figurent sur la liste. Par exemple, le collectif Lova Lova ou bien même Marcel Pinas. Catherine Lama a consacré un article sur cette exposition cosmopolite. Il a été publié sur guyane.lapremière.fr. Je vous le disais en début de journal, des gardiens de notre patrimoine rassemblés aujourd'hui à l'Ancre, à Cayenne, pour transmettre leur savoir-faire. Ils ont pour spécialité la confection de châles ou de coiffes traditionnelles ou encore la vannerie. Ils ont dispensé des ateliers à une trentaine de curieux ce matin. Une initiative du MDES, le mouvement de décolonisation et d'émancipation sociale, pour financer la marche du désenclavement prévue en octobre prochain. Pierre Tréfou. Confection de vanneries créoles et d'habits traditionnels amérindiens, l'artisanat des différentes communautés guyanaises est à l'honneur pour la première édition de l'Oyana Fessi Contrée. Joyce nous fait découvrir la confection de coiffes amérindiennes, le toy. Concernant les toys amérindiens, il y a 2 phases différentes. Celle-ci qu'on représente sur la table, il s'agit d'un toy pour les femmes. Une sorte de couronne qu'on met à l'occasion des fêtes, des deuils, des cérémonies pour embellir la femme amérindienne. Dans l'atelier d'à côté, Cindy s'essaye au tressage d'un anissa, le châle traditionnel amérindien. Je connaissais déjà, mais j'ai toujours voulu avoir un. Donc là, c'est l'occasion. Là, j'aurai un et c'est moi qui l'aurai fait. Un atelier de vannerie permet de découvrir la culture créole pour la trentaine de participants venus découvrir les savoir-faire de l'artisanat guyanais. Ça vise à nous connaître nous-mêmes, c'est-à-dire connaître sa propre histoire. Et ça permet aussi d'aller vers l'autre, de connaître l'histoire de toutes les communautés qu'il y a en Guyane. Et c'est un moyen formidable de faire peuple, de s'unir et d'avancer ensemble. La manifestation a pour but de récolter des fonds destinés à la marche du désenclavement initiée par le collectif Apache. Et pour ce faire, quoi de mieux qu'un atelier de prise de parole. On a le rythme, la pulsation du corps. Oh, 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 yeah, yeah. Prendre la parole, c'est 80% de non-verbal. C'est respirer, être ancré au sol et surtout savoir pourquoi vous parlez. Qui, quoi, où, quand, comment, pourquoi. Qu'est-ce que vous avez à dire qui doit être retenu par votre auditoire. Dans la soirée, un plateau artistique guyanais sera proposé au public, représentant toutes les communautés guyanaises, avec la présence entre autres de Patco, Route d'Adi et du groupe Châtaigne. Rendez-vous ce soir à l'Ancre. Voilà, c'est ainsi que s'achève votre journal. Merci de nous avoir accompagnés. Olivier Damon vous donne rendez-vous demain en radio dès 6h pour la matinale. Je vous souhaite une très belle soirée. L'info continue sur les réseaux sociaux et sur notre site internet lapremière.fr. L'information continue sur notre site guyane.lapremière.fr. Scannez ou flashez le QR code pour suivre toute l'actualité de la Guyane.